Monsieur Philippe Carsanti, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Je suis très ravi de vous recevoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci de votre accueil. Alors, c'est très important. Dès que j'ai appris Fox News vous a coupé, ils n'ont pas laissé seulement que vous prononciez 2 mots. Vous étiez coupé tout de suite. C'est quoi ça, à votre avis? C'est la dérive de Fox News et c'est surtout la dérive d'un journaliste, Shepard Smith, qui a un agenda politique. J'ai été interrogé à un moment très particulier puisque j'ai été interrogé au moment où Notre-Dame commençait à partir en flammes. À peine 1 heure après le début de l'incendie, j'ai été contacté par Fox News qui m'a demandé d'intervenir à l'antenne. J'ai dit d'accord. On m'a interrogé pour savoir ce que j'avais à dire sur ce qui venait de se passer. Et donc, en préparation de l'intervention, j'ai commencé à regarder les chaînes de télévision françaises pour voir ce qui était dit. Et j'ai été tout de suite frappé et choqué, alors que l'incendie était ravagé tout Notre-Dame, que les pompiers n'étaient pas encore arrivés à éteindre l'incendie, d'entendre toutes les télévisions, que ce soit CNews, LCI ou BFM TV, les 3 dire l'origine de l'accident est accidentelle. Et donc, moi, je n'ai rien d'autre fait que dire, à ce stade-là, personne ne peut dire que l'incendie est accidentel ou criminel, on n'en sait strictement rien, et c'est ce que j'ai dit à l'antenne. J'ai aussi rappelé, parce que je sais que quand je parle à un public américain, il faut leur rappeler le contexte. Vous savez, un Américain qui habite au Texas ou qui habite à New York, il vit sur son pays et il ne sait pas ce qui se passe actuellement en Europe. Il ne savait probablement pas qu'il y a eu presque 1000 actes antichrétiens en 2018 et jusqu'à maintenant. Tout ça, on le sait bien. Oui, mais les Fox News. Oui. Est-ce qu'après ça, vous avez pu vous exprimer comme vous vouliez au départ, ailleurs? Parce que vous, quelque part, sur notre temps, vous avez parlé, mais j'ai constaté que vous étiez terrorisé, affaibli, vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous vouliez vous exprimer sur Fox News le moment que vous étiez coupé. C'est-à-dire le coup de terroriser Philippe, ça a marché. Alors, je tiens à préciser quand même, pourquoi Fox News m'a coupé, c'est parce que j'ai rappelé le contexte. Vous savez qu'il y a 1000 attentats antichrétiens en France depuis plus d'1 an, mais les Américains ne le savent pas. Vous savez peut-être que Saint-Sulpice a brûlé et que que la basilique de Saint-Denis a été saccagée, mais les Américains ne le savent pas. Et donc j'ai rappelé ça. J'ai aussi rappelé les... Moi, je le sais depuis 14 siècles. D'accord. Nous savons, et depuis 14 siècles, tous les historiens qui ont ouvert un livre d'histoire, ils savent qu'il y a un crime de l'islam politique contre les judéo-chrétiens depuis 14 siècles. Et d'autres, c'est tout à fait normal. On ne peut pas dire que les gens ne savaient pas. Oui, vous avez raison, mais les médias. Mais moi, quand je parle à un public américain, je parle à un Américain de n'importe où aux États-Unis et je lui explique simplement le contexte français. Je lui explique le contexte antichrétien. Et donc, derrière, quand je vois cet incendie et que je vois que les médias tout de suite veulent nous rentrer dans la tête que c'est un acte accidentel, enfin que c'est accidentel et que ça ne peut pas être un acte criminel, je m'insurge simplement contre le fait que les médias nous imposent une forme de lecture politiquement correcte de il n'y a pas de risque que ça puisse être un acte criminel. J'explique ça et donc c'est pour ça que Fox News me coupe la parole et dire que j'ai été terrorisé, c'est même pas ça. On m'a coupé, je n'ai même pas pu continuer ma phrase parce qu'on m'a coupé le micro. Ailleurs, vous avez pu... Alors bien sûr, juste après, j'ai été interrogé. Accident ou attentat? Attends, je n'en sais strictement rien. Mais ce que j'ai pu vous dire le soir même... Mais le soir même, vous étiez en train de dire que ce n'était pas... Non, le soir même, j'étais en train... Vous commencez le mot en disant... Non, je... être politiquement correct... Non, juste une chose. Juste après, j'étais chez Dennis Prager, The Dennis Prager Show, qui est un talk show... Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ici et maintenant, c'est que est-ce que, M. Philippe Carsanti, vous pensez... vous pouvez dire 100% non, mais vous pensez 100% accident ou attentat, et quand vous dites vous ne savez pas, c'est-à-dire Fox News il a marché et vous êtes terrorisé. Pas du tout. Vous avez écouté Benjamin Mouton? Bien sûr. Où est-ce qu'il est actuellement? Alors, il faut que je réponde à toutes vos questions. D'abord, je tiens à dire une chose. Donc, j'ai continué ensuite à parler sur les radios américaines, sur Dennis Prager, où j'ai expliqué mon point de vue à l'instant présent, c'est-à-dire au moment où l'incendie est encore en cours, on n'en sait rien. Le lendemain, je suis encore interrogé sur Dennis Prager, je répète la même chose, chez Joe Piscopo aussi aux États-Unis, et j'explique tout ça.
Ensuite, je vous ferai noter que ça fait plus d'un mois que l'incendie a eu lieu et qu'on ne sait toujours pas, on ne connaît toujours pas les causes ou accidentelles ou criminelles de l'incendie. Donc ça naturellement élève des doutes. Le Benjamin Mouton qui s'est exprimé le soir même sur LCI et qui a dit qu'il ne croyait absolument pas à la cause criminelle, à la cause accidentelle. Il faut quand même savoir une chose, c'est que dans la semaine qui a suivi... il faut préciser que Benjamin Mouton... C'est l'ancien architecte. C'est un grand spécialiste de Notre-Dame. Naturellement. Pendant 13 ans, il était architecte et c'est lui qui a mis en état la totalité de sécurité concernant Notre-Dame. Et en plus, mon cher monsieur Philippe Karsanti, je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez chez un médecin, d'accord, vous dites que j'ai mal ici. Si c'est un spécialiste, il vous pose 3-4 questions. Il regarde votre analyse que vous aviez fait. Tout de suite, il dit peut-être c'est cardiaque. Tout de suite, il va vous envoyer à l'examen cardiaque. Et 99% des fois, j'étais témoin depuis 40 ans, même ici en France. Le médecin, il a raison. Un spécialiste, avant d'ouvrir votre cœur, avant de le regarder par les scanners, il sait que c'est un problème cardiaque, tout de suite. Un spécialiste de l'histoire, un spécialiste de politique, un spécialiste qui connaît l'enjeu international, un spécialiste qui connaît la guerre des civilisations, non. La guerre des sauvages, des berbères, des terroristes contre la civilisation judéo-chrétienne. Il sait que ça existe. Tout de suite, il peut savoir que Notre-Dame va pas être brûlée par l'accident. Après, il y a certaines choses, je vais vous donner un autre exemple, pour que vous soyez sûr et certain de ce qu'on ne doit pas baisser les bras en face des terroristes, et surtout islam djihadiste, islam terroriste. Vous savez, monsieur Philippe Karsanti, pourquoi on dit les djihadistes? On disait à l'époque Taliban, Daesh, n'est-ce pas? Pourquoi on dit djihadiste? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire djihadiste? Bravo, merci. Vous avez dit non. Ah voilà. Djihadiste, mon cher ami, aussi c'est un coup monté de la part de médias. Je ne peux pas dire qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas ouvert le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que ça veut dire djihad. Ah oui, le djihadiste, ça veut dire djihadiste. Mujahidiste, c'est une autre sorte de mujahidine. Vous connaissez mujahidine de peuple iranien, vous connaissez mujahidine afghan, ce sont les gens qui font guerre sacrée au nom d'Allah contre l'Union soviétique en Afghanistan. Commandant Massoud, il faisait ça. Mujahidine de peuple, Massoud Rajavi, sa femme actuelle, ils font des combats contre un islam politique en Iran. Vous voyez, c'est du mujahidine. Et puisque ce sont des musulmans, ils font ça au nom d'Allah. Allah, pour ça que Mme Rajavi toujours elle est voilée. Alors, quand ici on dit djihadiste, ça veut dire celui qui est en train de faire guerre sainte. On donne la valeur à un terroriste. C'est un terroriste, c'est un mouvement terroriste. On est en train de donner des valeurs à son acte en disant c'est des mujahidines. Parce que exactement, le djihadiste, ça veut dire mujahid. Mujahidine. Et mujahid, dans le Coran, même je peux vous citer le verset en Coran, en arabe, ce n'est pas de hadith, un mujahid, allazina yujahiduna fi sabilillah, il a de la valeur, mon cher Philippe. C'est pour ça, vous les politiques, vous ne connaissez pas arabe, vous ne connaissez pas les mots que vous prononcez tous les jours, sans savoir que vous êtes en train de donner une valeur à cette combat terroriste. Vous devez savoir et vous devez demander de changer. Autre chose peut-être vous ne savez pas, permettez-moi de vous dire, pour pouvoir continuer notre débat, mon cher monsieur Philippe Karsanti. Le prophète de l'islam, comment il s'appelle? Quel est son nom? Mohamed. Merci. Mohamed.
Alors, vous savez que son nom vrai, c'est Mohammed. Mohammed. On dit Mahomet. On écrit même Mahomet. Vous savez que le synonyme de Mahomet, il est le contraire de Mohammed. Dans la langue arabe, c'est le contraire, hein? Après, on va vous dire, non, Mahomet, c'est prononciation turque, tout ça. Puisque je parle 5 langues, même turc, arabe, tout ça, je vous dis non. Mahomet s'était installé seulement en France. Et seulement c'est en France qu'on dit Mahomet. Ce n'est pas aux États-Unis. Et pourquoi? Bravo. C'est grâce à Voltaire. Parce que Voltaire, vous savez, il y a une écriture de Voltaire qui est interdite actuellement. Vous ne pouvez pas le trouver. C'est interdit. Les écrits de Voltaire sur l'islam. Sur l'islam, bien sûr. Et Mahomet, c'est-à-dire, c'est le contraire. Mohammed, c'est-à-dire quelqu'un que le Dieu il aime, alloué par le Dieu. Mahomet, c'est le contraire. Vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, ce mot, il est en train de l'utiliser ici en France, puisque la France qui était le premier pays laïque, qui avait des gens comme Voltaire, qui avait beaucoup de gens qui connaissaient bien l'islam. Et là, dans l'histoire, on a écrit beaucoup. Vous comprenez? Il ne jouait pas comme les autres, ils ont joué. Alors, actuellement aussi, c'est vrai, il ne faut pas faire peur aux gens, mais quand il y a nos soldats qui donnent leur vie en Afrique ou ailleurs, et ici on fait des cérémonies, Notre-Dame aussi c'est un soldat. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? AZF, si vous le connaissez, ou des autres attentats que jamais même pas un an ouvert le dossier. C'est pour ça les politiques, c'est pour ça que vous êtes un jeune homme politique plein de qualité. Si vous entrez dans le jeu international d'avoir peur, d'être terrorisé, d'entrer dans le système international, parce qu'il ne faut pas oublier, monsieur Philippe Karsanti, la totalité, non, mais une grande partie de politique mondiale, ils sont sous les bottes de pétrodollar. Le pétrodollar, autre chose, je vais vous dire, après je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous savez le jour que l'histoire de Notre-Dame est arrivée, c'était quel jour? Le 15 avril. Il y avait une autre info très importante qui était sous l'antenne dès le matin de 15. Après cette histoire, on a oublié, même jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous savez, ça c'était quoi? Non. La vente des armes Yémen, Arabie Saoudite. D'accord. On est en train de parler de ça. Comme quoi, une note de service secret français a été sortie à ce moment-là, 15 avril. Mais ça, avant, vous ne le saviez pas et qu'on vendait les armes. Ça, si, je crois que c'est une tout le monde le savait, bravo, merci. Tout le monde le savait. Quand M. Mohammed Ben Salman il est venu ici à Paris, il a signé des contrats avec notre président bien-aimé Emmanuel Macron. On a annoncé que c'était des armements aussi parmi les contrats. Tout le monde le savait. Mais pourquoi le 15 avril on va éclater cette information et après on n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est pour ça qu'il faut savoir que malheureusement cette guerre-là, qu'il y a certains dirigeants courageux dans le monde, qu'ils soient des États-Unis, même jusqu'à l'Europe, ils ont eu le courage de dire qu'ils sont en train de faire la guerre contre l'islam politique, comme l'islam terroriste, comme l'islam djihadiste. Il dit, cette courage, ça existe, mais il ne faut pas être terrorisé, mais il ne faut pas décourager les gens de faire face et dire la vérité. Parce que jusqu'au moment, M. Karsanti, qu'on cache la vérité, qu'on aurait peur, tout de suite, on vous colle une étiquette complétiste. Okay, alors je vais répondre quand même. Moi, je suis terrorisé par personne. Je vais vous dire tout simplement les choses. J'ai fait une critique du système médiatique français, du système politique. C'est-à-dire que le système médiatique français se plie au système médiatique qui a décidé d'imposer une lecture chaque fois qu'il y a un acte qui peut être d'une façon ou d'une autre lié à l'islam. La première chose, on vous dit c'est un accident. Ensuite, si on est contraint d'admettre que ce n'est pas un accident, on vous dit que c'est un déséquilibré. D'accord ? Ensuite, si on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment un déséquilibré, on vous dit que c'est un acte isolé. D'accord ? Et ensuite, il y a le fin mot, c'est pas d'amalgame, cela n'a rien à voir avec l'islam, même si le type a proclamé partout Allahu Akbar ou ce que vous voulez. Donc c'est ça, moi, ce qui me pose problème. C'est la lecture des médias qui nous impose.
Quand vous avez parlé tout à l'heure du mot djihad, il y a encore un autre mot en France, dans les médias, qui est complètement fou. Le mot radicalisé. On vous dit il est radicalisé. Mais il y a des radicaux de droite, radicaux de gauche, il y a des radicaux libres aussi. Hein, on peut dire qu'il y a tout un tas de choses. Le parti radical, c'est pas un parti extrémiste. Donc, et en plus, si on accepte le mot radicalisé, c'est quoi le radical d'un mot? C'est sa racine. Donc quand on dit qu'il est allé se radicaliser, il est allé à la racine de l'islam. Et c'est ça qui est très important. C'est de revenir sur les mots. Donc, intégriste. Voilà. Non mais à la racine. Et c'est pour ça que j'insiste bien. Vous avez parfaitement raison d'insister sur le sens des mots, mais moi, mes mots ont un sens. Et ce que j'ai voulu dire, et quand j'ai été interviewé sur CNews chez Jean-Marc Morandini, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'émission, oui. Voilà. Mais donc, et sur d'autres médias, j'ai chaque fois dit une chose. Je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas un expert en incendie. Je ne suis pas pompier. Simplement, j'écoute ce que me dit par exemple Benjamin Mouton. Et là, c'est très important ce que je vais vous dire sur Benjamin Mouton. La première chose, c'est que donc lui dit qu'il ne croit pas à l'origine accidentelle. Très bien, écoutons-le. Mais ce qui est très important, c'est quoi? C'est qu'il a totalement disparu des écrans. Une journaliste américaine qui m'a interrogé a donc essayé de prendre contact avec Benjamin Mouton. Benjamin Mouton lui a répondu 3 jours après être passé sur LCI. Je ne peux plus vous répondre, je suis en Chine. Ah bon? On a l'expert numéro 1 du sujet de Notre-Dame, il est en Chine. Alors la fille insiste, et j'ai les échanges de mails. Et le monsieur lui dit, ah non, désolé, maintenant je suis à l'hôpital. D'accord. Et ensuite, là, c'est grave. Voilà. Et ensuite, il est où monsieur Benjamin Mouton? Ah non, aucune interview. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Monsieur Benjamin Mouton qui a cassé l'uniformité des médias de dire oui c'est un accident, etc. Ce monsieur a été réduit au silence. Donc lui, oui pour le coup, il a été terrorisé, on lui a demandé de se taire et on l'entend plus. Plus d'1 mois après les faits, on n'a toujours pas l'origine ou accidentelle ou criminelle. On ne sait toujours rien de tout cela. Et c'est ça qui me pose problème. Vous savez, je vais vous dire autre chose. Moi, j'ai écrit une tribune qui s'appelle « Notre-Dame, une commission d'enquête parlementaire s'impose ». Et ce qui est la seule chose qu'on doit demander. Pour quelle raison? D'abord pour savoir ce qui s'est réellement passé à Notre-Dame, et la deuxième chose qui est très importante aussi, pour éviter qu'un drame comme ça se reproduise, encore plus grave, avec des êtres humains dans l'endroit. Imaginez que ça se passe à Bercy, avec un incendie comme ça, le toit qui s'effondre, est-ce que vous pouvez imaginer des centaines de morts? Le tour jumelle à New York. Voilà, mais donc pour vous dire quoi? On a besoin d'une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. J'ai essayé de faire publier cet article dans plusieurs médias français. Ils ont refusé. Pas un seul média français n'a accepté, avec chaque fois des excuses complètement absurdes. Et je vous parle de médias qui ne sont pas des médias de gauche ou d'extrême gauche, avec des médias qui ont vraiment une liberté de parole. Mais sur ce sujet-là, on n'a plus le droit de parler. Alors je vous le dis très clairement, Notre-Dame est en train de devenir un sujet tabou en France. Et vous noterez une chose, la manipulation des médias est allée très loin, puisque derrière ça, on a eu le rideau de fumée médiatique sur la reconstruction. Alors tout de suite, on va le reconstruire. Ah oui, mais pourquoi on va le reconstruire? Donc ça a été la vraie polémique. Et la deuxième polémique, ça a été l'argent. Pourquoi ces gens-là donnent de l'argent et pourquoi ils bénéficient d'exonération fiscale? Mais le réel sujet de polémique qui aurait dû être l'origine de l'incendie, savoir d'où ça vient, eh bien, cela n'a plus jamais été abordé et les médias vous interdisent de poser la question. Alors, business plan dans les politiques nationales, internationales existe ou non? Business plan, ça existe? Oui, non, mais il y a beaucoup d'argent toujours en jeu. Business plan. Non, le plan. Vous êtes dans la politique. Oui, votre parti politique, vous-même, vous avez des plans pour le demain, après-demain, pour le dimanche, pour le présidentiel. Vous faites des plans, vous faites des projets. Vous êtes un businessman aussi, parce qu'il y a une maison d'édition ou d'autres, surtout votre père. Alors, business plan dans la politique existe ou non? Alors, dans la politique, je pense que, vous savez, j'aurais aimé qu'il y ait un business plan. J'aurais souhaité qu'il y ait un business plan. J'aurais souhaité qu'il y ait une stratégie. Aujourd'hui, j'observe que le monde politique a été complètement, en France, je parle. Je coupe tout de suite. Le business plan existe partout. Par exemple, Donald Trump, il devient président de la République des États-Unis. Est-ce que vous savez qu'il avait fait son business plan? Vous savez que dans Smith, le feuilleton américain, que tout le monde le regardait même. Simpsons. Voilà. Vous savez qu'il là-dedans, en 2003, il est président de la République des États-Unis. Vous savez ça? Vous avez vu ça? Alors, Trump, il avait des business plans pour arriver à ce point-là. Il est arrivé. Vous comprenez? Nicolas Sarkozy,
Nicolas Sarkozy, quand il avait 10 ans, sa mère, qu'on ne dit pas, on vous dit pas, mais sa mère, Madame André Mallah, qui est d'origine iranienne, non, c'est iranien. À l'époque, Salonique. Je sais. Ouais. Écoutez, à l'époque, il faut pas dire le plan que vous voyez aujourd'hui, ce n'était pas à l'époque. Il y a déjà 100 ans, 150, quand on parle des ancêtres, vous voyez, comme Edouard Balladour et les autres. L'origine, il est perse iranienne. Surtout, comme tous les juifs, on descend de mer Caspienne. Adam et Ève là-bas, Mordechai, il est toujours en Iran actuellement, Esther est en Iran, Daniel et tout ça. On va pas parler de ça. Mais vous savez, quand Sarkozy il avait 10 ans, il dit à sa maman, à Madame André Mallah, que je veux devenir président de la République. Et il devient président de la République. Il avait un business plan, Sarkozy. Toutes les grandes personnalités dans le monde, comme tous les grands partis politiques, ils ont des business plans. Business plan, ça veut dire, le projet, vous voulez faire une société SARL avec 7500 €, on vous demande votre business plan. Alors, dans la politique, vous voulez gérer la France, vous avez le business plan. Ça va, d'accord, oui ou non? Non. Ah, oui, alors, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense que vous leur accordez, pour les avoir côtoyés, les hommes politiques, vous leur accordez beaucoup trop de réflexion et que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de stratégie et qu'il y a beaucoup plus d'accidents positifs ou d'accidents négatifs. Vous voyez, par exemple, si vous prenez l'exemple d'Emmanuel Macron, comment il est devenu président? Il est devenu président avec deux choses. Avec l'élimination de Manuel Valls à la primaire socialiste, qui était globalement imprévisible, mais donc avec la montée de Benoît Hamon, qui est un candidat stupide. Comment il a réussi d'éliminer... oui, un point. Et le deuxième point... C'était par accident? C'est limite... Non, laissez-moi finir. S'il vous plaît. Non, je sais. Non, mais je vais finir. Et si c'était par accident... Attendez, laissez-moi finir juste. Et l'élimination de François Fillon. Business plan. Non, mais d'accord, mais l'élimination de François Fillon. Si François Fillon... C'était business plan, François Fillon. Laissez-moi finir. Si François Fillon n'avait pas gagné la primaire à droite et que ça avait été par exemple Alain Juppé, il n'aurait pas trouvé cette opportunité. Donc il y a des moments, il y a des chances, ça a été les chances d'Emmanuel Macron, des accidents de parcours de certains qui font émerger quelqu'un. Et là aujourd'hui on a eu plusieurs choses, on a eu aussi le fait que François Hollande ne puisse pas se représenter, le fait que Manuel Valls saute, le fait que François Fillon saute, et la chance pour lui d'avoir se retrouvé au second tour face à Marine Le Pen. Donc je crois moi je suis beaucoup moins... pour avoir côtoyé ces hommes politiques et pour avoir vu la médiocrité de la plupart des hommes politiques, je crois beaucoup moins à leur stratégie et beaucoup plus à leur chance pour certains et à leur malchance pour d'autres. Merci. On a le droit d'être en désaccord. Bien sûr, je respecte bien vos idées, mon cher ami, mais je vais vous confier quelque chose. Dites-moi. Parce qu'il faut le dire. Pourquoi? Puisque je veux que vous auriez des rôles assez importants dans cette République. Un homme de courage doit rester toujours courageux. Mon cher ami, tout marche avec le business plan. C'est vrai que votre parti politique, peut-être les Républicains, ils n'ont pas eu le business plan. C'est pour ça qu'on a changé plusieurs fois de nom, plusieurs fois de tête, mais tout le monde et tous les partis politiques ne sont pas comme votre parti politique. Tous ne sont pas comme ça. Et nous sommes en avril 2016. Avril 2016. Macron, il a invité au CRIF. Vous étiez là? Non. À hôtel. Non, je vous explique très clairement, je ne vais jamais aux réunions du CRIF. J'ai été invité de longues années au dîner du CRIF. Je continue à recevoir leurs invitations. Je n'y vais pas. C'est pas grave. Mais je n'ai rien à y faire. Ce que je vais vous dire. Macron, il est venu là-bas pour présenter son parti politique. D'accord? C'était le deuxième bruit qu'il faisait pour la création de son mouvement politique. Le soir même, Roger Cockerman était là et beaucoup d'autres personnes. J'ai dit, futur président de la République, Macron. Et je serrai la main avec lui. Il a dit, non, je ne suis pas candidat. Après, j'ai dit, tu es prochain président de la République. Ma femme, elle me fait comme ça vous dit, pourquoi tu insistes, hein? Mais j'ai dit, vous allez faire un bon président, un beau gosse, président de la République. Il a dit non, président Hollande, il n'a pas encore prononcé tout ça. Mais c'est 8 mois après qu'il était candidat. Ici, c'est la réponse à la question que je vous ai posée au départ, qu'un spécialiste. Je ne suis pas un voyant, mais je suis un spécialiste quand même. Un spécialiste, quand il voit des choses, quand il voit comment ça marche dans ce monde-là, etc.,
nous pouvons constater que c'est comme ça que ça va. Pour votre ami Nicolas Sarkozy, David Abbassi, je l'ai écrit en noir et blanc. En noir et blanc, un an avant l'élection présidentielle, un an avant. Je l'ai écrit, j'ai dit, tu vas devenir président de la République à condition. J'ai précisé quelques lignes. J'ai dit, tu es futur président de la République de la France. Mais il faut être comme un roi. Il ne faut pas être comme un candidat. Attaquer ça, attaquer à droite, attaquer à gauche, certainement. Il était président. Ça, pour lui, j'ai écrit. Pour Macron, on était chez le CRIF, il y avait des sages, des gens là-bas. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça, c'est business plan, mon cher ami. Vous devez avoir des business plans. Moi, au moins, je vais recevoir M. Philippe Carsanti, depuis quelques jours on est en train. Au moins, le soir, hier soir, pourtant, jusqu'à 2 heures du matin, j'avais mon émission, mais au moins, dans la voiture, même avant-hier, j'avais réfléchi à certaines questions. Je fais des business plans pour l'émission. Alors, comment ça se fait que je vais gérer un pays? On vit même nuit. Il faut avoir des business plans. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez parler d'une stratégie, oui, naturellement, par exemple, Nicolas Sarkozy a une stratégie de faire échouer la droite le plus possible à chaque fois pour être sûr d'être arrivé le seul recours. C'est-à-dire que là, son rêve, c'est que François-Xavier Bellamy fasse un score mauvais aux élections européennes, que Laurent Wauquiez apparaisse comme un mauvais leader pour qu'on vienne chercher Nicolas Sarkozy après 2020 en disant finalement on n'a que toi comme sauveur pour venir nous sauver. Oui, ça c'est la stratégie de Nicolas Sarkozy. Et tant que Nicolas Sarkozy ne sera pas, je dirais, empêché ou judiciairement ou physiquement d'être candidat, il sera toujours potentiellement candidat. Et il pourra dire le contraire, personne ne pourra le croire. Il ne pense qu'à ça, il ne fait que ça et il ne vit que pour ça. Donc là, vous avez raison pour certaines personnes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a fait monter que des médiocres. Le problème de Nicolas Sarkozy dans son quinquennat, c'est qu'il n'avait autour de lui que des gens médiocres. Et tous les gens intelligents, il les a éliminés les uns derrière les autres pour être sûr d'être le seul à briller. Bon, résultat, son étoile a pâli, il ne brille plus, mais il a mis en place une équipe, et même s'il y a forcément quelques personnes bien chez les Républicains, l'équipe qui a été mise en place à la tête des Républicains n'est pas une équipe pour gagner une élection présidentielle, n'est pas une équipe destinée à faire gagner la droite. Donc c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc oui, certains ont des stratégies, mais mon analyse est beaucoup plus pragmatique que la vôtre, qui est de voir quelque chose, un grand plan très défini. Nicolas Sarkozy, son seul but aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'être le seul à droite pour briller. Et le seul but en face d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte que la droite n'existe pas pour se retrouver face à Marine Le Pen et pour dire à chaque fois « je suis le seul rempart contre le fascisme, contre l'extrême droite, contre ce que vous voulez, donc il faut voter pour moi ». Et c'est chacun a sa stratégie un petit peu malsaine et malhonnête. Et c'est ça qui est regrettable. C'est que naturellement, dans cette lecture de la politique, il n'y a aucune place pour la réflexion et pour les idées intelligentes. Vous êtes un rebelle, vous êtes un rebelle au système, à votre parti politique. Je sais pas que je suis un rebelle, c'est que moi je suis libre. Non, rebelle, ça veut dire certaines choses, vous voulez les changer. Hein. Oui, mais je suis libre. C'est-à-dire que je suis libre de dire ce que. Je vais vous dire une chose. Je pense ces choses-là. Parce que quand on est jeune, on est rebelle. Oui, mais je pense que j'ai passé l'âge. Maman, même avec notre parti politique, même avec la maîtresse, vous voyez, ou le maître, vous voyez. Oui, je pense que j'ai passé l'âge. C'est-à-dire avoir des idées. Alors, j'ai des idées, mais je pense que j'ai passé l'âge d'être jeune et d'être rebelle. La rébellion, quand on se rebelle, c'est qu'on pense qu'on peut encore faire bouger les lignes. Aujourd'hui, les choses sont tellement lancées, le système est tellement, le train est tellement sur des rails qu'il est très difficile de faire changer les Républicains, qu'il est très difficile de faire changer le système autour d'Emmanuel Macron, et c'est pour ça que je ne m'y attaque pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de continuer à publier des livres pour changer les idées, pour essayer d'influer sur le débat politique. De la même façon que le fait Éric Zemmour. Éric Zemmour écrit des livres pour agir sur les idées des Français et agir sur l'esprit français, pour faire évoluer la société, et c'est pour ça qu'il ne s'engage pas aux politiques. À mon je dirais mon faible niveau, j'essaye de publier des livres pour changer les idées, pour éclairer le débat intellectuel. Avez-vous peur de l'islam politique? Naturellement. Enfin, peur. Je pense que c'est pas une question de peur. Je pense que c'est un grand danger pour les sociétés. Écoutez, pardon. Permettez-moi de vous dire, les hommes politiques, vous savez
quand ils sont rebelles, rénovateurs, avec des idées pour changer tout, comme Macron. Macron, c'est quelqu'un qui veut tout changer. Et c'est pour ça qu'actuellement, il est face aux Américains, face aux Allemands, face aux Britanniques. C'est pour ça qu'il y a les Gilets jaunes, juste après, et la création des Gilets jaunes, juste après le 11 novembre contre lui. Pour ça, il faut être courageux, mon cher Philippe. Regardez bien. Enfin, attendez, il est courageux face aux Gilets jaunes et il est complètement prosterné. Non, pas aux Gilets jaunes. Non, mais il est prosterné face à l'islam politique. Il est prosterné face à l'islam politique. Non, je vais vous dire. Face au terrorisme islamiste, il est prosterné. Je vais vous dire quelque chose, c'est très intéressant. Déjà, Macron, quand il parle de l'armée européenne, quand il parle de finances européennes, c'est un courage assez énorme. Mais c'est débile, l'armée européenne. Non, ça n'a aucun sens. Permettez-moi, je parle de ce qu'il lance. Mais ça n'a aucun sens. Quand il parle de mettre des lois pour interdire le financement étranger dans les élections françaises, ça c'est de courage. Mais attendez, il faudrait qu'il mais il n'y a aucun courage là-dedans. Je vous rappelle qu'il avait un monsieur qui s'appelait Alexandre Benalla, qui était à l'Élysée, qui était son employé à l'Élysée, qui recevait de l'argent de Chine et de Russie, et vous me parlez de financement étranger. Mais c'est une blague. Il se moque du monde. Écoutez, on est en train de parler de Philippe. Oui. Mais non, Nicolas n'est pas là. Non, on parle d'Emmanuel Macron. On est en train de parler d'Emmanuel Macron sur certaines idées, c'est la même chose. Sur certaines idées, certains propos, et puis ensuite, il y a des défauts, sans aucun doute. Moi-même, sur l'antenne, écoutez mes émissions, sans aucun doute. Vous savez, David Abbassi, moi-même, j'ai critiqué le Dieu, j'ai dit, j'ai dansé avec le Dieu, ça ne me regarde. Même j'ai dit, j'ai rêvé de Dieu. Il pleurait comme un bébé. Alors, quand c'est le Dieu, en plus, surtout les dieux musulmans, j'ai dit, c'est un Dieu qui a fait énormément de fautes. Allah, c'est quelqu'un qui a fait énormément de fautes. Vous voyez? Alors, quand quelqu'un, il a quelques points positifs, mon cher ami, quelques points positifs, on n'est pas obligé tout de suite de sortir les points négatifs qu'il a. Oui, mais on a beaucoup parlé de l'islam politique ici. Moi, ce qui m'inquiète chez Emmanuel Macron, c'est son asservissement à l'islam politique, la façon qu'il a de refuser de lutter contre, et cette négation, et c'est ce qu'on a pu voir sur Notre-Dame. Oui. La façon de ne pas vouloir dire la réalité dans les médias sur Notre-Dame, avec le préfet Hetz qui a tout de suite dit c'est accidentel, et qui était vraiment un homme de Macron, c'est là où on voit qu'il y a un problème. Et quand on voit qu'Emmanuel Macron, par exemple, continue... Attendez, je voudrais finir. Pardon. Mais quand on voit comment il continue à traiter avec l'Iran, ok, comment il continue à vouloir entretenir des accords avec l'Iran, faire cette société de troc avec l'Union européenne et l'Iran... C'est pour l'argent. Oui, mais c'est pour l'argent. Mais c'est aussi se prosterner devant des mollahs qui foutent le bordel dans le monde entier, qui financent le terrorisme dans le monde entier et qui sont des gens extrêmement dangereux. Aujourd'hui, ce que fait Donald Trump, c'est un travail qui permettrait éventuellement de faire chuter les mollahs de l'intérieur. Peut-être, vous n'en savez rien, je n'en sais rien. Mais si, moi je le sais, mon cher ami, jamais ils vont pas, permettez-moi, mon cher Philippe, jamais, moi j'écoute Trump, je l'écoute. Il m'a consulté, dans son cabinet, il y a des juifs iraniens, etc. Bon, écoutez, même lui-même, il a dit, je ne veux pas chuter le régime iranien, je vais contrôler ce régime. Non, il a dit qu'il ne voulait pas de guerre, mais il veut les faire chuter économiquement. Pardon. Il n'a jamais dit ça. Parce que concernant les lois internationales, président de la République d'un pays comme les États-Unis, il n'a pas le droit de dire que je veux faire chuter ça. Il peut dire que cette élection a été truquée et je soutiens tel monsieur. Alors, autre chose, je vais vous dire que peut-être vous ne le savez pas, c'est pas grave. Imaginez-vous le mois de juin de l'année dernière. Vous connaissez Moudjahidine du Peuple? Oui. Vous étiez déjà dans leur meeting? Non, les meetings qu'ils organisent en France. Oui. Non. Alors, l'année dernière et tout ça. Voilà, l'année dernière, il y avait plus de 10 000 personnes. D'accord? Comme d'habitude. Il y avait une centaine de sénateurs, des ministres, même Giuliani était là. Vous saviez ça? Qui? Giuliani, ancien maire de New York. Joe. Ok. Copain de Trump. 3 ministres. Giuliani, pardon. 3 ministres de Trump étaient parmi les gens. Une centaine
de personnalités politiques américains étaient présents. Et ils sont venus sur la scène, ils sont parlé, attends, on va faire chuter le régime iranien. Tous les propos de Bolton s'étaient prononcés là. La France aussi, sans personnalités politiques, qui soient députés, sénateurs, maires, étaient présents, qui sont venus avec, d'accord, sur la scène. Un meeting de propagande extraordinaire, d'accord, comme on fait depuis 40 ans. Imaginez-vous, M. Karsanti, on pensait, demain c'est le régime iranien s'est chuté, puisque l'Amérique, il est présent, il soutient ce mouvement qui est le seul mouvement très très fort iranien. Et donc, après une semaine, 2 mois, 1 mois peut-être, le porte-parole de Maison Blanche, qu'elle parlait même iranien, mais avec l'accent afghan, il vient, il dit, écoutez, ils sont terroristes, le mouvement Moudjahidine, jamais on ne va pas, etc., etc. Eux, un autre mouvement, c'était un autre mouvement qui était créé, puisque vous ne lisez pas en personne, moi je le lis, on avait créé un autre mouvement, etc., etc., c'est terminé. Maintenant, de toute façon, n'oubliez pas, si vous avez ça dans votre tête, sortez-le. Et Trump lui-même, d'abord, il n'a pas le droit comme président des États-Unis de dire que je vais faire chuter. Mais par contre, moi-même, je vais vous dire, vous savez, à l'époque, vous avez parlé tout à l'heure de Murdoch, il y a déjà 20 ans, on était quelque part, j'ai dit, si on aurait 6 mois, moi, si j'aurais 6 mois par satellite, les émissions pour l'Iran, je vais faire chuter les ayatollahs. On a eu cette occasion après 2 mois, en 1999. J'ai eu cette occasion, mais ce n'était pas moi que j'ai eu. On m'a proposé, et je donnais à un copain qui était à Los Angeles, qui avait télévision 24/24, d'accord? Ce gars-là, qui depuis des années, il disait qu'il voulait faire chuter les Iraniens, tout ça. Mais après quelque temps, moi, j'avais 1 heure par semaine dans cette télévision, d'accord? Et les autres, énormément. Et après, c'était de business, et après même c'était oublié, et même après c'était Eutelsat et Globecast qu'on a vendu, une centaine de chaînes de télévision, tout a été oublié. Pour faire chuter le régime iranien, nous avons des projets. Actuellement, en Iran, partout, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vive le père de Shah d'Iran, le père. Ouais. Ils vivent. Alors, lui, si on va le remplacer ce régime, tout de suite, il faut demander un référendum, et le peuple iranien, il a dit non à la République islamique d'Iran, et il va faire ça. Mais ça, on ne va pas le dire, parce qu'attaquer militairement, moi, un jour, un professeur, il m'a dit... Mais ce que je vous ai dit, il n'attaquera pas militairement. Il fera fléchir la stratégie de Trump et de Bolton aujourd'hui. Mais ça fait 40 ans qu'ils sont sous l'embargo, ces ayatollahs. Mais ça n'a strictement rien à voir. Les 40 ans avec Reagan au début, n'avait pas compris que ça allait durer aussi longtemps. Bush père a été très mauvais. Clinton a été catastrophique. Bush fils a renforcé l'Iran en faisant la guerre en Irak. Et Obama et je dirais, a été complètement vendu à l'islam politique dès son premier jour. Donc, parce qu'il était musulman. Ça, en tout cas, il a eu une éducation musulmane. Il est allé en madrasa et tout ça. Mais ce que je veux vous dire maintenant sur Trump, c'est que c'est le premier à tenter cet étranglement du système de façon économique. Et ce qui est incroyable, et c'est pour ça que je trouve que Macron a aucun courage là-dessus, c'est que Macron vient avec... Donc, Macron, il pense... Pardon, mais peut-être que je ne veux pas défendre Macron, je ne veux pas parler au nom de Macron. Non, mais je voudrais juste finir ma phrase. Il tente de leur donner une bouée de sauvetage avec ce système de troc qui est mis en place avec les autres pays européens et qui est un scandale. Il faut faire chuter ce régime iranien qui soutient le terrorisme dans le monde entier, qui a reçu 150 milliards de dollars à l'époque de Barack Obama pour continuer à financer le terrorisme dans le monde entier. Regardez, où que le terrorisme prospère, il y a l'Iran derrière. C'est vraiment un régime qui doit être éradiqué et principalement de l'intérieur. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de question pétrodollars. Pour faire chuter les ayatollahs iraniens, si on va le faire chuter, comme Trump il a dit dernièrement, ça sera fait par les Iraniens eux-mêmes, mais le plan, ce n'est pas le petit plan qu'on fait à droite à gauche, parce qu'actuellement, je vous dis quelque chose.
J'ai beaucoup d'amis à Los Angeles. Chacun, il prend $50,000, $100,000. Tout de suite, il crée avec sa femme, même pas sa femme, mais pas avec lui, un mouvement. Je vais faire chuter les ayatollahs, une émission de 30 minutes par semaine, vous voyez. C'est pas comme ça qu'on va chuter sur le régime. Non, c'est sûr que ça c'est pas sur Rodeo Drive qu'on fera chuter, c'est pas sur Rodeo Drive qu'on fera chuter les, les mollahs. 50, ils sont actuellement, malheureusement, puisque, comme, je suis désolé, je vous aime bien, depuis que je vous ai vu, sur Fox News, que je vous ai connu, pour ça, je vous dis ça, quand ce n'est pas seulement vous, beaucoup d'autres personnes ne savent pas le mot djihadiste, qu'est-ce que ça veut dire, et ils l'utilisent tous les jours. D'accord? Et ils donnent la valeur aux djihadistes. Le gars musulman, quand il entend djihadiste, lui-même il dit, regarde, à la télé aussi, quand ils vont... Mais vous savez, je vais vous donner une information très intéressante. Oui. Il y a 3 ans, sur France 3, il y a une émission de télévision qui s'appelle Plus belle la vie, un feuilleton. Et il y avait une jeune fille, qui était une jeune collégienne, qui avait un jeune homme qui tombait amoureux d'elle, et elle lui offrait le Coran dans ce documentaire, dans cette série télévisée, et elle lui expliquait que lui-même il fallait qu'il fasse son djihad, d'accord, sur France 3, service public français. Et donc le type dit, ah bon, le djihad, la guerre, elle lui dit, non, le djihad c'est ta guerre intérieure. Donc la propagande djihadiste, elle est au plus profond de la société française, au plus profond de l'État français. C'est pétrole-dollar, voilà. Mais pas seulement. Et pas seulement. C'est que la France est devenue totalement dhimisé, c'est-à-dire qu'on est un pays de dhimmi, on est un pays qui a baissé la tête, qui a courbé les chines, et c'est pour ça que quand je regarde parfois, et quand je regarde le comportement qu'a eu Nicolas Sarkozy avec les monarchies du Golfe, c'est scandaleux. Il a vendu la France, aux monarchies, il leur a donné accès à un instrument de popularité qui s'appelle le Paris Saint-Germain, qui est vraiment un outil très fort de popularité. Il l'a fait sur d'autres sujets, où il leur a ouvert les portes, et c'est ça qui est dangereux. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le vrai courage politique en France, ce serait de bloquer tout ça et de dire maintenant, ça suffit. Vous venez chez nous pour influencer nos jeunes, vous venez chez nous pour influencer la société. Nous ne voulons pas de votre influence. Regardez le nombre de voiles qu'il y a dans la rue. Regardez le nombre de... C'est incroyable, cette islamisation progressive de certaines banlieues et même de proches banlieues et même de Paris est inacceptable. Et c'est là où je voudrais voir du courage politique. C'est pour ça que quand vous m'avez parlé tout à l'heure d'armée européenne, je rigole parce que c'est totalement ridicule. Le vrai sujet aujourd'hui le vrai sujet de l'armée en France, on doit avoir une armée forte, mais l'armée française, malheureusement, est la plus forte d'Europe aujourd'hui, mais malheureusement bien plus faible que ce qu'on a face à nous. Et quand on regardez le budget de l'armée française, c'est en gros, c'est 1/15 de l'armée américaine, c'est 1/5 de l'armée chinoise. Vous voyez ce que je veux dire ? On est totalement microscopique par rapport au reste du monde, donc on ne peut pas se défendre. L'idée d'avoir une armée européenne où on va parler avec des Allemands qui on parle pas la même langue, où on a des systèmes non intégrés. Attendez, mais c'est même pas fini. Regardez par exemple, que font les Belges quand ils achètent des avions? Ils achètent des F-16, américains. Ils n'achètent en aucun cas des avions d'assaut. Donc on n'a aucune idée d'une armée européenne. Donc c'est pour ça que je vous dis, le vrai sujet aujourd'hui, ce serait déjà de lutter contre l'islam politique, sur lequel on est tout à fait d'accord. Que vous avez peur de l'islam politique, de toute façon. Alors je vous dis encore une fois, c'est pas que j'ai peur, moi j'ai peur de personne. Mais je dis qu'il faut lutter contre. Mais est-ce que le peuple français, à votre avis, il a peur de l'islam politique? Non, parce que le peuple français, il vit dans l'ignorance totale de l'islam politique. Il n'a pas peur? Mais ils n'en sont au courant de rien. Le peuple français ne comprend rien parce que le peuple français, il vit dans un système de propagande. Le Pen, il arrive. Mais Le Pen, elle fait rien. Mais non, mais Le Pen, elle fait rien contre l'islam politique non plus. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je vais vous donner un point. Je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre Donald Trump, Matteo Salvini, Orban et Kurz en Autriche? Orban en Hongrie et Kurz en Autriche. C'est quoi le point commun? Ils ont un point commun. Ils ont gagné. Et le deuxième point commun, c'est ce que c'est? C'est qu'ils ont compris l'alliance judéo-chrétienne face à l'islam politique. Et c'est ce que Marine Le Pen n'a absolument pas compris. C'est ce que tous les dirigeants politiques français n'ont pas compris. Je commence à voir des choses intéressantes du côté chez les Républicains. Un homme politique qui s'appelle Geoffroy Didier, qui a compris le danger. Mais tant que, par exemple, Emmanuel Macron continue à recevoir le chef terroriste Mahmoud Abbas, l'arabe palestinien Mahmoud Abbas, ce chef terroriste qui fait tuer et qui finance le terrorisme contre les juifs et les chrétiens en Israël, eh bien, tant qu'on aura ça, on n'aura rien compris. Et donc, je vous dis, on vit dans une propagande mortifère en France, qui est d'apaiser
l'apaisement comme on a eu avant la Seconde Guerre mondiale avec les accords de Munich, je vous dis une chose, ce qu'on est en train de faire avec l'Iran, c'est aussi un apaisement et c'est très important de bloquer tout ça. Vous avez tout à fait raison de signaler la question israélo-palestinienne, surtout comme vous savez, on dit que les Palestiniens n'ont pas à manger. Les Palestiniens, ils n'étaient pas, les salaires, ils n'ont pas touché. Les salaires qui viennent de la part de l'Europe, de nous on paye, ces gens-là qui ne travaillent pas, et ces gens-là qui sont pauvres, la question qu'aucun journaliste ici ne pose pas, 600 missiles, 48 heures, il envoie vers l'Israël, chaque missile, ça coûte au moins 100 à 500 000 $. D'où est-ce qu'il ramène cet argent-là, monsieur? De l'Iran. C'est l'Iran qui finance. C'est l'Iran, avec l'aide aussi du Qatar et avec l'aide de l'Union européenne. Et l'Arabie Saoudite aussi, le pays. Ouais. Alors l'Arabie Saoudite est en train de changer. Vous savez, Mohamed Ben Salman est en train de changer justement d'attitude. Et le monde arabe, en coupant Khashoggi en petite morceaux, il est en train de changer. Écoutez, Khashoggi en petits morceaux, c'est triste pour lui. C'est très triste. C'est absolument inadmissible de tuer un opposant politique. L'islam, il est dangereux, mon cher Philippe. Oui. L'islam, il est dangereux. Qu'il soit wahhabi, qu'il soit chiite, qu'il soit sunnite de la Turquie, il y a 3 forces actuellement qui menacent la civilisation moderne de l'Occident. Par la barbarie. Par la barbarie. C'est l'Iran. En plus, ce n'est pas l'Iran. Oui, c'est la République islamique d'Iran. Les mollahs. Les ayatollahs qui sont d'origine de désert. Parce que quand il met le turban noir, c'est-à-dire il est fils de Mahomet, descendant de Mahomet, en plus, tous ces gens-là ne sont pas des Iraniens, ça aussi il faut le savoir. C'est des envahisseurs. Comme par exemple, depuis des années, ils disent Israël, il a occupé notre occupation. Mais ces gens-là, ils oublient que l'islam, il a occupé la civilisation égyptienne. Bien sûr, mais ils ont éradiqué. Ils ont coupé la civilisation berbère de Nord-Afrique. Mais ils ont éradiqué. Non, mais par exemple, moi, ce qui m'amuse, c'est d'aujourd'hui d'entendre les Égyptiens dire oui, nous sommes une grande civilisation, mais pas du tout. Vous avez les Arabes qui sont déversés sur la civilisation égyptienne et qui ont massacré les Égyptiens jusqu'en dernier, ont éradiqué cette civilisation pour prendre le pouvoir. L'Algérie, c'est aussi une création coloniale française qui n'existait pas. L'Algérie n'a jamais existé. C'est la France qui l'a créée. Et donc, s'ils ont été occupés, la vraie colonisation, ça a été par l'Empire ottoman qui a colonisé ces territoires-là. C'est ça le vrai colonialisme. Et c'est ça qu'on ne dit pas. Donc, c'est quand même très très important d'arrêter ce narratif que nous imposent les médias français. Alors, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, quand je parlais si vous avez peur de l'islam ou non. Moi, j'ai peur de l'islam. Mais pourtant, quand j'avais voiture blindée de la ministère avec mes gardes de corps et tout ça, c'est moi-même que j'ai refusé de les enlever. C'est moi-même. Mais j'ai peur de l'islam politique. Pourquoi j'ai peur? Puisqu'ils ont tué mon père. Pourquoi j'ai peur? Puisqu'ils ont tué plusieurs milliers de personnes. Exécuté plusieurs milliers de personnes. Oui, mais millions. Exécutées. Non, en islam politique, en millions en millions depuis des années, bien sûr, plusieurs millions. Nous sommes en train d'être massacrés depuis 14 siècles. 14 siècles. Pour ça, dans le monde, on a tout à fait raison d'avoir peur de l'islam politique. En plus, quand on dit islam politique, il faut insister aussi aux gens qui ne savent pas que pour la plupart des choses, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça a commencé dès le départ de l'islam. Ce qu'on nous dit, c'est quelques poignées de jeunes qui sont comme ça, ce n'est pas les musulmans. Moi, je dis le contraire. C'est ça aussi la politique devrait apprendre. Les musulmans, c'est des êtres humains, ils sont gentils, ils sont aimables, de n'importe quelle couleur, de n'importe quel pays. Un musulman, il est gentil, c'est un être humain. Ce qui est méchant, vous savez c'est quoi? C'est l'islam. Voilà. La charia. C'est l'idéologie islamique, c'est l'islam, c'est le Coran qui fabrique le terrorisme. Permettez-moi d'aller un petit peu plus loin que vous là-dessus. C'est que comment expliquez-vous qu'un jeune Français qui s'appelle Jean-Christophe Dupont, vous le mettez à l'église, il peut devenir un catholique très pratiquant, il deviendra catholique. Vous le mettez dans une synagogue, il se convertit, il devient un juif pratiquant,
il finira juif pratiquant. Comment expliquez-vous que ce Jean-Christophe Dupont, vous lui rentrez le logiciel islam dans la tête et la charia, et tout d'un coup, son système se met à partir sur le côté, et il veut devenir djihadiste et partir faire la guerre sainte, entre guillemets, en Syrie ou ailleurs. Donc c'est ça le problème, c'est le logiciel islam qui pose problème. Et ça ne sont pas les gens, c'est l'idéologie, de la même façon qu'on a lutté contre l'islam, contre le nazisme, on doit lutter contre l'idéologie islamique. Mais je vais vous dire une chose, le vrai problème aussi en France, c'est qu'on a une autre idéologie qui est à l'œuvre, c'est le communisme. Et vous rendez-vous compte qu'aux élections européennes en France, on a encore un parti communiste qui soit candidat. Je vous dis autre chose aujourd'hui, les communistes ont autant de sang sur les mains, ou si ce n'est plus que les nazis. Donc, voilà de quoi on parle. Staline, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait. Staline, bien sûr. Voilà. Donc, mais pas seulement Staline. Vous pouvez partir à Lénine et vous pouvez aller jusqu'à Khrouchtchev, à Brejnev, etc. Donc, le communisme, et regardez ce qui s'est passé à Cuba, regardez ce qui s'est passé en Corée du Nord, partout. Donc, ou en Chine, si vous voulez aussi. Donc, le communisme est une force mortifère, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve souvent des anciens communistes qui basculent du côté islamisme, et c'est le même totalitarisme. Ils ont trouvé une autre façon d'essayer de détruire nos sociétés, une autre façon de faire avancer leur cause barbare. Phobie, qu'est-ce que ça veut dire, phobie? La phobie, c'est la crainte. C'est la crainte? La peur. L'origine, c'est grec, ça veut dire peur. Oui. Phobie, ça veut dire avoir peur. Oui. Moi, quand je vois un PD, j'ai pas peur de lui. Je suis pas homophobe. Vous voyez? Je n'ai pas peur. Ça aussi, je vais vous dire, puisque je vois chez vous brillant pensée qui peut être très intéressante pour servir la République laïque française dans ce combat historique qui va avancer. Les gens comme vous doivent avancer dans cette société politiquement. Alors, mais par contre, les Égyptiens, les Perses, les Marocains, Tunisiens, les Libanais, partout dans le monde, les gens qui vivent parmi les musulmans, qui chaque jour envoient leur canissat, leur église, leur temple est attaqué, brûlé, ces gens-là aussi massacrés, ils ont tout à fait raison d'avoir peur de l'islam. C'est pour ça autre chose qu'il faut mettre en état en France et dans le monde entier, c'est que islamophobe, ça aussi c'est une art pour vous frapper, bien sûr, pour frapper les autres. Et c'est surtout il faut expliquer aux gens, expliquer dans les médias. On peut avoir peur de l'islam. Voilà, islamophobe, ce n'est pas la même chose que homophobe. Ouais. Non, mais de toute façon, parce moi, on n'a jamais vu un homosexuel, on n'a jamais vu un groupe sympa, on n'a jamais vu un groupe homosexuel venir se faire exploser dans une boîte hétérosexuelle. Voilà. Okay. C'est-à-dire ces gens-là, même plus, c'est des gens très aimables, gentils. Non, mais c'est des gens normaux. On n'a pas peur. Mais un islamophobe, c'est-à-dire, comme vous venez de dire, dès que le logiciel est activé dans la tête de l'individu musulman, même s'il est un ingénieur, s'il est un pilote d'un avion, s'il est un médecin, s'il est n'importe quoi, il peut devenir terroriste seulement puisque il va voir que ça s'est noté dans le corps. C'est pour ça que moi je prône une chose importante, c'est le principe de précaution par rapport à l'islam. C'est-à-dire qu'on vous explique que si on met un produit sur le marché, par exemple, on prend cette bouteille d'eau, on la met sur le marché, on doit vérifier que la composition de l'eau est bonne. Aujourd'hui, on a une idéologie qui est mise sur le marché mondial qui s'appelle l'islam et qui dérange et qui détraque une grande partie des cerveaux. Et donc, je dis très important, surtout si on va à la racine, c'est-à-dire au radical, aux racines du islam. Et donc, c'est pour ça que je dis, il y a un principe de précaution, une étude qui devrait être faite pour savoir si on ne doit pas amender l'islam de façon, alors là, pour le coup, vraiment radicale, et retirer de ces textes tout ce qui est incitatif à la haine et à la violence. Bravo, exactement. Monsieur Philippe Carsanti, si demain c'est les élections présidentielles en France, vous pouvez donner pas répondre, mais je vois que vous êtes courageux, n'est-ce pas? Vous pouvez répondre. Si demain il y aurait les élections présidentielles en France, votre favori c'est qui? Aujourd'hui, je n'en ai pas. Aujourd'hui, je n'en ai pas. C'est demain. Non mais je n'en ai pas. Non mais d'accord, mais je n'en ai pas. Le problème c'est qu'il n'y a pas. Vous savez, si vous allez dans un restaurant et que vous êtes et que vous ne pouvez pas manger ce qu'il y a dans le restaurant,
moi je peux pas manger. Aujourd'hui, si on me propose Emmanuel Macron, je ne peux pas voter Emmanuel Macron compte tenu de tout ce qu'il a pu faire ces derniers temps. Je ne peux pas voter Laurent Wauquiez, je ne peux pas voter Marine Le Pen, je ne peux pas voter Jean-Luc Mélenchon. Donc si aujourd'hui l'offre qui m'est proposée n'est pas une offre qui me séduit, donc j'attendrai de voir l'homme politique qui me paraîtra le plus en phase avec mon idée, le futur de la France. J'attendrai aussi surtout une chose, c'est de savoir, l'élection aura lieu normalement en 2022 si tout se passe bien, savoir quel est l'homme politique qui me parlera de 2030 et de 2040. Si c'est pour avoir un homme politique qui me dira, bon ben voilà, en 2022, fin 2022, on fera ci et 2023, non. Moi, je veux un homme politique avec une vision. Quand vous parlez à un président américain, il vous parle d'un horizon à 10 ans. Un président allemand, enfin un chancelier allemand aussi. Un président chinois, il vous parle à 30 ans. Le problème des Français, qui vous parlent à 10 jours ou à 5 jours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision, de savoir où il veut nous emmener. Et aujourd'hui, il n'y a aucun homme politique qui arrive avec autre chose. Le seul horizon politique des hommes au mois de mai 2019, c'est de savoir ce qu'on va faire aux élections européennes, comment on va gagner pour avoir le plus d'élus possible, pour renflouer les caisses du parti. Ça ne m'intéresse pas. Alors là, peut-être vous pouvez me répondre alors, dimanche prochain, quel sera le premier et deuxième gagnant de cette élection? Alors, très clairement, votre avis pour les élections européennes du 26 mai 2019, je pense que le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella, sera numéro 1. Malheureusement, parce que je souhaiterais qu'elle soit encore plus basse, Nathalie Loiseau, la candidate d'Emmanuel Macron, qui est une catastrophe absolue, sera numéro 2. Je tiens à rappeler quand même pour vos auditeurs qui est Nathalie Loiseau et surtout qui il y a dans son équipe. Il y a des gens comme Fabienne Keller qui était sénatrice de Strasbourg et qui a favorisé tout l'islam politique sur place. Elle a un type qui s'appelle Pascal Durand, qui est un type qui soutenait Marwan Barghouti, le chef terroriste palestinien, et qui prône le boycott d'Israël. Donc elle a vraiment des gens totalement infréquentables sur sa liste, vraiment plusieurs. Ça, c'est une première chose. Et donc, moi, je souhaiterais qu'elle soit en dessous de 20%, qu'elle soit le plus bas possible. Et j'aimerais bien que le candidat des Républicains, François-Xavier Bellamy, soit le plus haut possible. Un rêve, ce serait qu'il passe devant Nathalie Loiseau. Mais visiblement, les chiffres ne lui semblent pas donner ces chances-là. Mais ce serait formidable. Et en tout cas, naturellement, le candidat du Rassemblement national sera premier. Le candidat, quand vous l'écoutez, quand vous voyez ce qu'il a à proposer, c'est sûr qu'il est très bon. Ça n'est pas mon candidat, mais c'est un très bon candidat et elle l'a bien choisi. Quand on voit la différence de choix, de directeur des ressources humaines, ou directrice des ressources humaines de Marine Le Pen qui a choisi ce Jordan Bardella de 23 ans exceptionnel, et Nathalie Loiseau qui est une catastrophe ambulante, on se dit que vraiment il a un problème, Emmanuel Macron. Mais je pense que c'est un jeu cynique aussi de sa part. Il est en fait très content qu'elle soit mauvaise candidate et qu'elle ait un mauvais résultat. Pourquoi ? Pour dire, regardez, je suis le seul à pouvoir être le rempart contre le fascisme et l'extrême droite. Et ça, c'est un calcul cynique qu'il faut dénoncer. Morgane ? Oui, alors est-ce que je peux poser une petite question ? Bien sûr. Alors, David Abbassi, vous avez en fait arrivé plusieurs fois de donner des pronostics sur l'évolution de certaines personnalités avant qu'ils entrent dans le monde de la politique et deviennent célèbres. Sur cette même antenne, sur la radio Ici et Maintenant, en 2001, vous disiez à Madame Anne Hidalgo qu'elle pouvait devenir maire de Paris, alors qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore élu municipal dans le 15e. En 2002, vous avez reçu José Bové, syndicaliste. Vous lui avez proposé d'entrer dans la politique, ce qui n'était pas dans ses projets avant qu'il soit en 2007 candidat au présidentiel. Et puis avec Robert Ménard, ancien directeur de Reporters sans frontières, c'était un peu la même histoire. Vous avez eu aussi ce genre de pronostic. Vous avez parlé de la fin de Yasser Arafat avec monsieur Eli Barnavi, ambassadeur d'Israël, et un an après, c'était effectivement la fin pour lui, pour Yasser Arafat, donc comme vous l'aviez prévu. Et le plus intéressant, c'est comme l'histoire
que vous nous avez raconté tout à l'heure avec le président Macron en avril 2016. Lors de sa conférence au CRIF, vous vous êtes adressé publiquement à lui en lui disant qu'il sera le futur président de la République et il vous a répondu qu'il n'en avait pas l'intention car il n'était pas candidat, mais 8 mois après, il s'est présenté aux élections et on connaît la suite. Et aujourd'hui, donc, comme vous recevez Monsieur Philippe Carsanti, est-ce que vous avez un pronostic, une petite idée? Est-ce que vous voyez en Monsieur Philippe Carsanti un futur dans le monde de la politique? Vous le voyez comme maire, ministre ou autre chose? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça. Alors Morgan, vous avez bien préparé votre discours. Vous voyez, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit sur l'antenne, dès que je l'ai vu sur Fox News, qui s'était coupé, et le courage qu'il avait 1h30, 2 heures après une catastrophe prononcée comme ça, je trouvais un courage assez énorme chez lui. Cet courage, je l'admirais. C'est pour ça que même on a diffusé vos propos avec l'autre 3 fois sur notre antenne ici. Mais toujours ça dépend à lui-même. Parce que ça dépend à lui-même. Il fallait qu'il agisse sans avoir peur, sans être acheté. Parce que le complot, moi je crois on n'a pas pu parler. Business plan, c'est quoi? On fait des plans pour empêcher cet homme courageux de continuer à être courageux. Pourquoi? Puisqu'il a des concurrents. Ce n'est pas seulement à Neuilly, dans son parti politique, à droite à gauche. Il ne doit pas être terrorisé, ni être acheté, ni... Alors de temps en temps aussi, en tout aussi, tout politiquement. Il ne doit pas se permettre d'arriver des choses comme ça, mais c'est un type de courage. Il a le courage et s'il reste comme il est, encore plus fort que maintenant, pourquoi pas. Mais autre chose que je voulais dire à Philippe, c'est que... Et moi aussi, j'ai peut-être aussi quelque chose à dire, c'est que je ne suis plus candidat à rien, parce que je vais vous dire une chose qui est très importante, c'est que le monde politique m'a tellement... justement déçu par son manque de courage, par son uniformisation et surtout par sa capacité à ne faire monter que les médiocres, que j'ai plutôt envie de me retirer et de plutôt participer au débat politique de façon intellectuelle plutôt que d'être dans l'arène, puisque, comme vous l'avez dit, les plus grands ennemis d'un acteur politique c'est ceux qui doivent être ses alliés. C'est-à-dire que quand vous jouez dans une équipe de foot, votre équipe, vous êtes là, tout le monde cède, se passe la balle pour marquer le but. Dans le monde politique, c'est comme si vous aviez des joueurs de foot de votre équipe qui vous faisaient des croche-pieds en permanence et qui tiraient la balle dans les tribunes pour ne surtout pas vous la donner. Et c'est ça le vrai problème en politique. Donc c'est pour ça que c'est assez décourageant. C'est dommage, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que Fox News, il a réussi. Et ils ont fait... Désolé, je dois vous dire, si ce n'était pas l'histoire de Fox News, vous n'aurez pas arrivé à ce point-là. Dans la vie, il faut avoir le courage. Si on décide quelque chose, il faut avancer. Si on décide, il faut avancer. Et comme je viens de vous dire, de toute façon, c'est pas grave. L'édition que vous faites, patron d'une maison d'édition, aussi c'est très important, parce que là, vous créez l'homme. Vous devenez un créateur. Créateur d'idées. D'idées et de l'homme. Oui, voilà. Parce que les idées que vous allez dispatcher, les hommes, ils vont consulter, et ça aussi encore c'est plus intéressant. Mais pour pouvoir finir un peu, et surtout un mot que peut-être vous n'allez pas aimer, beaucoup d'autres non plus, c'est que le prochain président de la République, encore, ça sera Emmanuel Macron, soyez sûr et certain. Macron, il va regagner. Et pourquoi? Puisqu'il y a des business plans, il y a des projets, il a des projets pour la France, pour l'Europe. C'est un rebelle, mais il fait ce qu'il peut. Parce que quand vous êtes un élu de Neuilly, par exemple, vous avez certaines limites que si vous quittez cette fonction, vous allez avoir plus de liberté. Imaginez-vous que vous êtes le maire, ou vous êtes Thomas le ministre, quand Bendine il est voir Macron, il est venu voir tout de suite, il a dit je vais prendre la place de cette personne-là, je vais devenir ministre. Macron, il a réfléchi un peu, après il a dit écoute Daniel, si tu es ministre, tu n'es plus Daniel comme Bendine, hein? Tu n'es plus libre.
Parce que la responsabilité que vous prenez, c'est comme vous emprisonnez, vous et vos équipes. Mais je comprends ce que vous dites. Je vous dis simplement une chose. Moi, qu'Emmanuel Macron reste président, s'il change, si c'est pour le mieux, pourquoi pas. Mais en tout cas, de toute façon, à la fin des fins, il faudra choisir entre les différents candidats. Si c'est le meilleur candidat qui reste à la fin, si face à lui, il a Marine Le Pen et je ne sais pas quel crétin que la droite nous produira, eh ben, peut-être que je voterai pour lui. J'ai voté pour lui au second tour de l'élection présidentielle en 2017. La question est vraiment pas... Moi, je suis un pragmatique. J'insiste, ça dépend de ce qu'aura fait la personne et de ce qu'elle proposera. Et c'est surtout ce qu'elle aura fait, parce que les propositions, on sait à quoi engagent les promesses, il n'y a que ceux qui les écoutent qui sont engagés. Aujourd'hui, moi, j'attends d'Emmanuel Macron, et là-dessus, on revient sur le cœur de notre débat, une lutte réelle contre l'islam politique. Et surtout, je dirais, arrêter de manipuler l'opinion de façon aussi cynique pour faire monter Marine Le Pen d'un côté, pour ne se montrer que contre le rempart face à elle. Parce qu'à ce petit jeu-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il peut perdre aussi. Il peut aussi perdre. Tout le monde peut perdre à ce jeu-là. Je vous soutiens 100% dans cette demande. Merci, Monsieur Philippe. Merci de votre accueil. Merci à vous. Merci. Merci Morgan. Merci Samy. Et à bientôt.